Bonjour mesdames et messieurs, à notre tour donc de lancer cette table ronde pour l'archéologie pour tous les publics. Donc je me présente, je suis Christine Verne, donc je suis directrice déléguée aux solidarités et à la vie associative à la région au sein de la direction de la santé, des solidarités et du logement, une direction qui appuie aux côtés des élus pour mener une politique qui s'adresse à tous et toutes, qui veille à ce que tous les publics puissent bénéficier justement des actions financées par la région, donc et qui puissent aussi pour tous les publics trouver ce second pilier qui est le logement à côté des questions de santé. Donc on est investi sur ces sujets-là et notamment sur la question donc des discriminations qui me relie un petit peu à cette matinée, à cette table ronde. Et je vais passer la parole à Anne-Marie Casadi pour qu'elle se présente. Oui, merci Christine. Donc bonjour à tous, je suis Anne-Marie Casadi, je suis directrice de la Mécano. La Mécano, c'est un centre de ressources, culture, santé, handicap et dépendance. Et grâce aux actions qu'on mène en conventionnement avec la DRAC et l'ARS et aussi avec le soutien de la région sur certains projets, nous travaillons à l'accès de tous à la culture, quelles que soient les problématiques de handicap ou de santé. Il nous semble important, effectivement, que les acteurs, et là je suis ravie de rencontrer la fine fleur de l'archéologie, telle que ça a été présenté tout à l'heure, parce que jusqu'à présent, nos accompagnements, nos formations, nos sensibilisations sont plutôt allés vers le spectacle vivant, mais ça n'est pas restrictif, c'est juste une histoire que nous avons un territoire très large. On sait, en Occitanie, nos missions sont régionales, donc nous n'avons pas encore fini de travailler commencer à travailler avec tous les secteurs. Et je suis vraiment ravie de vous rencontrer pour parler d'accessibilité et d'archéologie pour tous avec vous aujourd'hui. Voilà, donc pour vous amener des éléments qui permettront ensuite l'échange, on va demander aux intervenantes de nous rejoindre. Donc, et avant ça, peut-être excuser, on avait un intervenant qui est important aussi, Monsieur Clédel, Guillaume Clédel, qui ne pourra pas être là ce matin parce qu'il a des soucis de santé, président de la Fédération française du tourisme et patrimoine souterrain, directeur général du Centre de préhistoire, grotte et musée du Pêche-Merle, et qui ne pourra pas nous rejoindre, mais par contre, donc j'invite à nous rejoindre Émilie Baudon, co-responsable du site archéologique et du musée d'Ambrossomme. Merci d'avoir accepté cette invitation. Pauline Ramis, responsable de l'association Grotte et Archéologie. Merci également. Et Odile Tanquéré, qui est chargée des publics et de la médiation, ici même, à Narbobilla. Donc, merci à toutes les trois. On va, du coup, parler un petit peu, introduire un peu le sujet avec Anne-Marie Casadi. Oui, je voudrais simplement attirer votre attention sur l'accès à la culture de tous et donc à l'archéologie aussi, au site archéologique de tous, en rappelant que non seulement c'est une obligation légale créée par la loi de 2005, mais aussi vous faire prendre conscience du nombre de personnes que ça représente. Voilà. Donc ce sont des chiffres de 2023. Hein. Donc il y a une personne sur 7 de 15 ans ou plus qui est handicapée en France. 14% des personnes donc de 15 ans ou plus vivant à domicile en France sont handicapés, que ce soit au titre d'une limitation sensorielle, physique ou cognitive. Donc ça représente quand même 7,7 millions de personnes. Et 25% des 60 ans ou plus sont concernés. Donc, vous voyez que si on ne travaille pas à l'accessibilité, on laisse beaucoup de public sur le bord du chemin, j'allais dire. Ensuite, il y a 13,4% des Français qui souffrent d'une déficience motrice, mais seulement 2 à 3% des Français utilisent un fauteuil roulant. C'est quelque chose d'important à prendre en compte puisqu'il y a des limitations comme ça motrices qui sont bien au-delà
du fauteuil roulant, et souvent dans la représentation qu'on a de la personne en situation de handicap, elle est souvent en fauteuil roulant. Donc il y a plein d'autres handicaps à prendre en compte. Donc il y a 11,4% des Français qui souffrent d'une déficience sensorielle, 9,8% qui souffrent d'une déficience organique, 6,6% des Français souffrent d'une déficience intellectuelle ou mentale, et 1/5 des personnes en France est touchée par un trouble psychique. Alors ce qui est important, c'est de savoir que 64% des Français ont déjà ressenti un trouble ou une souffrance psychique. Il faut savoir que de tous les handicaps, actuellement, c'est quand même le handicap psychique qui est en forte hausse. Voilà, autant on a fait des progrès sur des tas d'autres handicaps, autant le handicap psychique, dans lesquels on met par exemple le burn-out, pour être tout à fait explicite. Voilà, ces handicaps sont en forte hausse. J'aimerais terminer par une donnée aussi européenne, parce qu'elle me semble intéressante. Sur les 27 pays, il y a 87 millions de personnes handicapées, dont 80% en handicap invisible. Voilà, j'avais envie ce matin d'attirer votre attention par ces chiffres-là qui ne sont pas anodins, parce que souvent les personnes en situation de handicap vivent éloignées, vivent isolées, et on a peu conscience effectivement du nombre que ça représente. Voilà, merci de votre attention sur ces chiffres-là. Alors peut-être dire que poursuivre sur cette notion d'intersectionnalité, lorsqu'on parle des publics, lorsqu'on parle d'accessibilité, on parle bien sûr d'accessibilité des contenus tout autant que de l'accessibilité physique des lieux, et très vite il me paraît important d'aborder la question de l'intersectionnalité, un mot qui a pu être détourné, utilisé aussi à mauvais escient, et peut-être repartir de sa définition. La définition qui a été posée par Hill Collins en 1989 ou par Bilg en 2015. L'intersectionnalité est donc un outil d'analyse de l'imbrication des systèmes d'oppression et des processus de discrimination croisés. Il comprend l'étude des structures et des organisations du pouvoir grâce aux vecteurs de pouvoir, race, genre, classe, et des domaines de pouvoir. C'est dans un langage plus courant, on évoque en fait le fait que des personnes sont en prise avec des difficultés, voire subissent des discriminations qui se cumulent en fait. Donc c'est ça qu'évoque ce terme d'intersectionnalité qui nous engage à, lorsqu'on pense public, lorsqu'on pense accessibilité des publics, et notamment donc, soit dans des lieux que vous avez en gestion, soit dans votre action de sensibilisation des publics dans des lieux qui vous interpellent pour pouvoir agir mieux auprès de ces publics. Donc l'idée, c'est vraiment de penser à ces intersectionnalités, à ces cumuls de discrimination qui font que finalement s'adresser à un public éloigné de la culture ou à un autre peut même vous amener à produire des actions qui puissent s'entrechoquer et à cloisonner ces publics, alors que, je vais repasser la parole à Anne-Marie Casadei là-dessus, finalement, le sujet va être d'arriver à trouver le moyen de s'adresser à tous les publics. Je voudrais prendre un exemple pour être extrêmement opérationnel et concrète. C'est-à-dire que le FALC, par exemple, facile à lire et à comprendre. Quand on travaille les documents en FALC, la première intention, le premier objectif, c'est pour certains handicaps. Mais on s'aperçoit qu'on touche aussi les personnes qui sont en handicap social. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a fait un travail qui s'adressait à telle ou telle typologie de handicap, et puis on s'aperçoit que ça va bien au-delà. Et l'intersectionnalité, c'est ça, c'est d'arriver à penser les groupes qui subissent des éloignements de la culture pour différentes raisons, et on s'aperçoit que quand on tire un fil, on peut servir beaucoup de publics, en fait.
Voilà, c'est pareil. Quand on crée des outils spécifiques pour la malvoyance, on s'aperçoit que tout d'un coup, je prends un exemple, si on fait un livret spécifique pour malvoyants, on va s'apercevoir que c'est aussi bien pour les publics de collégiens ou de lycéens qui, là, tout d'un coup, vont pouvoir, alors si c'est de la peinture, vont pouvoir toucher les tableaux, vont pouvoir comprendre comment ça marche, vont pouvoir comprendre comment la création a eu lieu. Voilà. Je ne vais pas être plus longue parce que la parole doit être donnée aux intervenants avant tout, mais c'était juste pour être extrêmement concrète que je prenais ces exemples. Voilà pour l'introduction. Du coup, on va demander à Émilie Baudon de nous rejoindre. Alors, de nous rejoindre, soit de prendre la parole plutôt, on va dire, de là où vous êtes. Alors, bonjour à tous. Merci aux collègues de la région et à Narbovia pour l'organisation de cette journée. Et surtout, merci d'avoir pensé à nous inviter à venir auprès de vous, partager notre expérience auprès des publics en situation de handicap, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on s'investit sur cette question. Donc voilà, je suis ravie d'être là pour pouvoir partager ça avec vous et échanger par la suite. Donc j'ai choisi de vous présenter un partenariat en particulier avec des jeunes qui sont en situation de handicap mental, qui représente pour nous un partenariat qui est à l'origine en fait de notre démarche en faveur de l'accessibilité. Donc ça permet de revenir un petit peu aux sources de nos projets, et un partenariat qui est devenu pérenne. Donc on a un petit peu de recul et d'expérience maintenant sur ce partenariat, donc c'est assez intéressant. Alors déjà, pour vous situer un petit peu de quoi on parle. Donc moi, je représente le site archéologique et le musée d'Ambresomme. Donc on est limitrophe Gare Hérault, sur la commune de Villetel, à côté de Lunel. On est sur un site archéologique de 8 hectares, donc qui est vaste, qui a été occupé essentiellement sur la période gallo-romaine, en donnant des bornes un peu larges de la fin du IVe siècle avant notre ère jusqu'au IVe siècle de notre ère. Les vestiges emblématiques que vous pouvez y voir, eh bien, c'est avant tout un oppidum, donc un village d'origine gauloise fortifié, qui se trouve au sommet d'une colline, qui complique donc largement l'accessibilité. Et ce village va par la suite se romaniser, et donc c'est un très très bon témoin de la romanisation précoce des populations du sud de la Gaule. Et par ailleurs, nous avons la Via Domitia, qui franchissait le fleuve grâce à un pont romain, dont il reste qu'une arche, qui est un petit peu l'emblème d'Ambresomme, et également une station routière qui était positionnée sur la Via Domitia pour l'accueil des voyageurs. Donc voilà, en gros, de quoi on parle à Ambresomme. On s'investit sur des thématiques qui sont assez variées. Donc comme je vous le disais, j'ai choisi de vous présenter la genèse de notre démarche autour de l'accessibilité. Et le premier problème, eh bien, c'est cette colline. Nous avons 50 mètres de dénivelé qui rendent la plupart des vestiges, c'est l'essentiel du site, inaccessible ou difficilement accessible à tous ceux qui rencontrent des difficultés pour se déplacer. Et par ailleurs, même si l'aménagement du site et du musée est récent, puisqu'on est une structure qui est jeune, qui a été mise en tourisme en 2011, le musée, lui, a été pensé aux normes PMR, donc personnes à mobilité réduite, ses abords également, mais rien n'avait été pensé, et c'est curieux, pour un musée récent, mais les aménageurs n'y ont pas pensé, donc il faut le soulever, sur l'accessibilité des contenus. Donc, c'est-à-dire les contenus de médiation, de compréhension, ont été pensés pour un grand public général, et rien n'a été pensé pour ceux qui auraient besoin de dispositifs supplémentaires. Donc finalement, on avait un véritable enjeu de rendre accessibles ces vestiges qui sont au sommet d'une colline pour la plupart, qui sont très arasés, donc difficilement compréhensibles par tout le monde, on ne va pas se le cacher, et donner des pistes, des clés de compréhension qui seraient accessibles et adaptées à tous. Donc on a travaillé ces deux questions depuis plusieurs années, et je vous présente l'origine de tout ça. Donc il faut savoir que notre démarche, elle est venue de l'extérieur. Vous l'avez compris, ça n'a pas été pensé dès le début. Et elle est venue d'une éducatrice spécialisée qui travaille en IME, donc institut médico-éducatif, avec des enfants et des adolescents. Et cette personne, elle est venue suivre un atelier chez nous, mais à titre personnel, un atelier en famille avec ses filles, sur les vacances scolaires. Et à la fin de l'atelier, elle se présente et elle nous dit, est-ce que vous pourriez proposer cet atelier aux jeunes que j'encadre,
dans une structure qui accueille donc des jeunes qui sont en situation de handicap mental et moteur, pour certains. Alors évidemment, on dit oui, hein, on n'allait pas dire non, clairement, sauf qu'on n'avait jamais fait ça. Personne n'était formé à la médiation auprès de ces publics un peu plus particuliers. Et sans parler de formation, personne n'avait eu l'occasion de proposer un atelier, une visite à des jeunes qui présentaient des difficultés de compréhension. Donc on est honnête avec elle, hein, on lui dit, elle nous dit, vous inquiétez pas, c'est eux qui vont faire tout le boulot. Vous allez voir, il n'y aura pas de souci. Mais notre première démarche, c'était de lui dire, peut-être qu'on pourrait vous proposer un atelier spécifique qu'on concevrait exprès pour vous, si vous nous laissez un petit peu de temps. Et c'était assez maladroit, en fait, parce que justement, c'était tout ce qu'elle ne voulait pas. Elle voulait qu'on lui propose quelque chose d'existant pour faire de l'inclusion. Éventuellement, en mixité avec du grand public. Mais pour le premier test, on s'est dit, bon, on va quand même faire un atelier juste pour vous, mais on ne change rien, on ne fait rien de spécifique pour vous, ça ne nous demande pas plus de travail. On vous propose l'atelier que vous avez suivi et apprécié avec vos filles. OK. Donc on part de là. Donc clairement, on a tâtonné, hein, personne ne savait comment faire. Et elle avait raison, en fait, ça a été très fluide. Ça s'est tellement bien passé qu'elle a souhaité reconduire. Et donc sur les vacances suivantes, on avait un nouveau thème d'atelier. Elle nous a dit, bon, est-ce qu'on peut reconduire ? Donc on est parti là-dessus. Puis finalement, ça a donné un partenariat sur 1 an. Tous les mois, on a eu 4 jeunes, des enfants à ce moment-là, qui sont venus tester une nouvelle thématique. Et ça a été le début d'une longue réflexion et d'une grosse remise en question pour nous, en tant que médiateurs. Une réflexion vraiment sur notre posture. C'est-à-dire qu'en tant que médiateur du patrimoine, c'est notre travail de s'adapter. Nous, on fait le lien entre l'archéologie et le public. Et le public, ce sont tous les publics. Donc on est habitué à faire ça. Mais quand même, il y a une zone de confort. Voilà, votre visite, vous la connaissez bien, votre atelier, vous êtes habitué à la faire de telle manière. Et quand il faut sortir de cette zone de confort, c'est pas toujours facile. Donc, on s'est mis en danger, clairement, et en fait, ça nous a beaucoup appris. On s'est beaucoup adapté à ces jeunes, à leurs besoins, à leurs contraintes, à leurs envies. Il y a des choses qui fonctionnaient, d'autres pas. Et en fait, ça change sans cesse. Donc, il n'y a pas vraiment de règles, de maître mot. On va dire, la seule chose à retenir dans notre démarche, c'est vraiment flexibilité et s'adapter sans cesse. Et ça a été un travail de fond aussi pour réfléchir à chaque nouvelle conception d'atelier, de visite, inclure ces jeunes dans nos projets. Parce que l'idée, c'était que ça ne nous crée pas de travail supplémentaire, parce qu'on est une toute petite équipe, on n'est que 4. On s'investit sur beaucoup de choses. Et l'idée, c'était que ce partenariat, il puisse exister, mais sans pour autant nous mettre en difficulté dans le reste de nos missions. Et finalement, de concevoir cette adaptabilité dès le début dans nos activités. Voilà, on décide de travailler un nouveau thème pour un nouvel atelier. Comment on va inclure nos jeunes de l'IME là-dedans ? Ça s'est fait de manière assez fluide. Et de le réfléchir comme ça nous a pas demandé tant d'efforts. Donc on est parti dans un partenariat comme ça, qui a été reconduit d'année en année, qui s'est élargi, puisque des enfants, on a reçu aussi un groupe d'adolescents, et qui s'est même élargi à un autre IME. Maintenant, on travaille avec 2 IME différents. Ce partenariat, il s'est aussi institutionnalisé d'un point de vue administratif et politique pour nos 2 structures, avec des conventions où on définit clairement des objectifs, avec un fil rouge qui est de permettre au public de profiter de l'histoire locale et du patrimoine de proximité, mais tous les publics, et donc aussi ces jeunes d'IME qui sont en structure et qui ont besoin de sortir, d'élargir un petit peu les horizons. Donc on a défini, on va dire, 4 objectifs principaux qui sont la découverte de l'histoire locale et du patrimoine archéologique, de donner des éléments clés de culture et de civilisation gallo-romaine pour faire le pendant avec leur quotidien à eux, puisque ce sont des jeunes qui ont énormément besoin de repères et qui fonctionnent beaucoup par comparaison avec ce qu'ils utilisent dans leur quotidien de proximité. Donc faire le pendant avec l'équivalent au temps des Gallo-Romains il y a 2000 ans, ça prenait tout son sens, ça les a déstabilisés souvent, ça leur pose beaucoup de questions, mais on fait toujours écho à des choses qu'ils connaissent. Et c'est ce qui permet que ça fonctionne plutôt bien. Et puis ce sont des jeunes aussi qui ont besoin de travailler pour certains motricité, beaucoup la créativité. Donc on a essayé d'inclure tout ça dans notre démarche à chaque fois, dans chaque atelier, chaque animation.
Et les thématiques varient, mais on va dire qu'on essaye toujours de suivre une progression pédagogique qui a fait ses preuves maintenant, parce que ça fait maintenant 8 ans qu'on s'investit là-dessus. L'idée, c'est toujours de leur proposer une première visite du site pour se confronter aux vestiges. Quand on dit un vestige archéologique, c'est quoi? Donc on y va en visite, et c'est très déstabilisant pour eux, parce que les repères historiques ne sont pas toujours là. Des fois, hier, avant-hier, c'est compliqué pour certains, donc pensez 2000 ans. On est sur des temps très longs et très abstraits. Et puis se confronter aussi à l'absence de l'archéologie, le négatif, le fragmentaire, le lacunaire, qui génère des difficultés de compréhension pour tout le monde, mais pour eux peut-être encore plus. Donc ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, l'idée, c'est de leur faire comprendre ce qu'est l'archéologie en tant que discipline scientifique, préciser vraiment son objet d'étude, ses techniques, ses outils, et puis comprendre cette histoire de... comprendre un vestige, qu'il soit mobilier ou immobilier, dans son contexte. Ça aussi, c'est un gros enjeu pour nous, de leur faire comprendre cette notion-là. Et à partir de là, eh bien, on va dérouler plein de thèmes variés, et il n'y a pas de règles, selon les années, selon les profils des jeunes, selon les envies des éducateurs, selon leurs projets en structure. On va découler plein de thèmes différents que vous pouvez voir à l'écran. Je vous ai proposé quelques photos pour illustrer un petit peu ce travail avec les jeunes. Donc vous voyez là un bac de fouilles, où on les initie aux techniques et à la découverte. On va avoir des ateliers qui vont permettre de comprendre un petit peu mieux les vestiges, notamment le pont romain, donc j'en parlais, l'emblème d'Ambrosum, avec un atelier d'architecture et de manipulation avec des maquettes. La manipulation est extrêmement importante pour ces publics-là. Des ateliers de motricité fine aussi, par exemple. Vous voyez en haut à gauche un atelier d'écriture. Et puis on va travailler la créativité, là aussi la motricité, avec par exemple un atelier mosaïque. Il faut savoir qu'on a proposé beaucoup de choses, mais il y a des choses qui ont aussi été insufflées par eux. L'atelier mosaïque, il n'était pas à notre actif, il ne faisait pas partie de notre offre pédagogique pour aucun public, parce qu'il nous semblait un petit peu compliqué à mettre en place. En tout cas, on ne s'était pas encore investi dessus. Et c'est la structure qui nous a dit, nous, au centre, on fait de la mosaïque, mais avec des bouts de papier, avec des gommettes, et ils adorent ça. Ça leur fait travailler plein de choses. Est-ce qu'on pourrait le faire, mais version antique? Bon, ok, challenge. On a fait l'atelier mosaïque. Et depuis, cet atelier a intégré notre offre grand public. Donc là, c'est venu d'eux. On va parler de choses du quotidien, on l'a dit, donc les vêtements, on va parler de l'alimentation, évidemment, on va faire de la céramique, on va parler du feu. On travaille aussi beaucoup l'aspect nature-environnement, puisqu'on a la chance d'avoir un site archéologique dans son environnement naturel, et c'est quelque chose qui est très important pour eux aussi. Donc voilà, plein de thématiques que l'on peut aborder avec ces jeunes-là, en fonction des envies. Au-delà de ça, je terminerai juste par vous dire que ce partenariat, il a été riche aussi parce qu'il nous a doté encore de nouveaux outils, puisque Anne-Marie Casadei parlait du FALC, donc du facile à lire et à comprendre, qui est une norme en fait avec un cahier des charges dans la manière de transmettre des contenus, qu'ils soient écrits, audio, vidéo ou pictural. L'idée, c'est de changer sa manière de parler, changer son vocabulaire, sa manière de séquencer ses phrases pour qu'elles soient compréhensibles plus facilement par tous. Donc, on a pensé ces livrets avant tout pour ces jeunes dans le cadre de ce partenariat, puisque certains sont lecteurs, mais surtout, on l'a pensé avec eux. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont été associés à la création pendant 1 an sur ces 2 livrets, donc un pour découvrir le site, un pour découvrir le musée. Ils ont testé, encadrés par nos soins, en autonomie avec leurs propres accompagnateurs, ils ont fait leur retour, que ce soit les jeunes ou les éducateurs d'ailleurs. Ça a beaucoup fait évoluer les livrets. Et aujourd'hui, ils font partie de nos séances encadrées avec eux. Quand on a des jeunes lecteurs, eh bien, on démarre avec les livrets, comme ça on leur fait faire de la lecture et ils sont aussi acteurs de leur découverte et de leur compréhension. Mais l'idée, c'était aussi d'encourager la découverte autonome en parallèle, puisque nous avons la chance d'être sur un site qui est en accès libre et gratuit, permanent pour tous. Et ces structures, même si elles amènent quelques groupes en atelier encadré chez nous, par ailleurs, elles arpentent le site avec d'autres groupes simplement pour de la balade ou de la découverte, on va dire, plus légère. Et donc ces livrets sont accessibles pour eux, puisqu'on les prête gratuitement au musée, où ils sont également accessibles en téléchargement gratuit sur notre site internet. Donc ils se sont emparés de cet outil qu'ils avaient eux-mêmes créé en collaboration avec nous. Et très justement, comme vous le disiez, cet outil a plus que fait ses preuves, puisqu'il a trouvé un usage beaucoup plus vaste, qui est venu complètement rentabiliser
l'investissement, on va dire, de création de ces livrets. Alors, je parle d'investissement en temps, argent et en énergie, parce qu'en investissement financier, il n'y en a aucun, puisqu'on l'a fait nous-mêmes. Mais c'est pas du tout si simple d'écrire en facile à lire et à comprendre. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit, parce que ça déconstruit toutes nos manières de nous adresser aux autres. Et ces livrets ont trouvé un usage avec de très jeunes enfants, donc typiquement les maternelles, avec des parents qui viennent avec des enfants jeunes mais qui sont pas très aguerris à la culture et qui ne savent pas eux-mêmes comment transmettre ce patrimoine archéologique, avec des publics du champ social qui sont pas toujours lecteurs, qui sont parfois primo-arrivants en France et qui balbutient sur l'apprentissage du français. Et donc finalement, ils sont devenus très très utiles. Donc l'idée, j'en ai terminé pour cette présentation. Il y aura des questions après. Juste de vous faire comprendre que si ça paraît un investissement au début, ça peut être tout à fait rentabilisé pour d'autres publics et surtout de faire avec eux. Vous mettez toutes les chances de votre côté de faire au mieux, en fait. Merci beaucoup, et je trouve la démarche exemplaire. Tout à fait. D'abord parce que vous n'avez pas parlé de soins. Non. Et ça, c'est très important, parce qu'on a tendance toujours à mettre soit l'art-thérapie, enfin le soin au milieu de tout ça. Et là, non, c'est du plaisir. C'est certes de la pédagogie, mais c'est avant tout du plaisir de découvrir l'archéologie. En fait, démarche exemplaire. Et vraiment, j'ai envie de vous dire bravo. Alors, le seul truc, c'est que vraiment, en partant d'établissements spécialisés, comme des IME, vous avez ouvert finalement sur le milieu ordinaire. Et il faut savoir qu'il y a 49% des personnes en situation de handicap qui ne sont pas en établissement, qui sont dans le milieu ordinaire. Donc, ne les oublions pas. Merci. Voilà, maintenant, je crois que c'est la parole à Pauline Ramis. On va vous passer la... Eh bien déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc, je remercie la région de nous donner la parole sur cette table ronde Archéologie pour tous. Et je vais vous présenter une manifestation qui s'appelle Festidomaine et qui se tient au Mas d'Asile en Ariège. Cette manifestation nous permet d'illustrer les actions réalisées par l'association, donc Grotte Archéologie, dans une démarche d'éducation populaire pour former le regard critique et curieux du plus grand nombre. Donc le lieu. On est au Mas d'Asile, c'est une commune de l'Ariège de 1200 habitants et habitantes. Le Mas d'Asile est connu mondialement grâce à sa grotte, qui est un site éponyme de l'Asilien. Donc l'Asilien, c'est une période de la fin de la préhistoire et qui a été caractérisée donc dans cette grotte en rive gauche. C'est aussi un site majeur pour ses collections d'art mobilier. Et donc notre association Grotte Archéologie a été fondée au Mas d'Asile en 2014 afin de soutenir et de valoriser la recherche archéologique notamment, mais d'autres en région et la médiation scientifique. Le territoire de l'Arislaise, c'est la communauté de communes, est aussi très riche pour son patrimoine néolithique. On le sait beaucoup moins. Il y a énormément de dolmens et de menhirs sur ce territoire, mais aussi pour l'Antiquité et le médiéval. Ce territoire propose aussi un large panel de partenaires scientifiques autour de la karstologie, de la paléontologie. Il y a l'observatoire de Sabarat. Donc c'est un contexte assez dynamique. Donc là, vous avez quelques photos de ce qui se fait sur le territoire. Il y a aussi Exploria autour de la paléontologie, c'est pas très connu, mais beaucoup de dinosaures encore sur la commune du Mas d'Asile. Donc il y a des recherches qui sont menées aussi sur ce volet-là. Pour l'historique de la manifestation, nous, Association Grotte Archéologie, on a organisé entre 2015 et 2018 des manifestations pour les Journées européennes de l'archéologie, on va dire comme toute bonne association d'archéologie sur le territoire classique. Et on a un partenaire sur le territoire qui s'appelle Aris Loisirs Jeunesse, qui a organisé, alors lui plutôt au mois de septembre, un événement autour de l'éducation populaire sur la même commune, auquel nous collaborions. Donc on s'est dit en 2019 que c'était peut-être un peu bête de faire deux manifestations sur la même commune alors qu'on avait des objectifs en commun. Et on s'est dit, on peut peut-être faire une seule
une seule manifestation pour mutualiser les forces vives autour de l'éducation populaire, de la culture, de la ruralité, de l'archéologie, du patrimoine. Ainsi est né Festi-Dolmen pour faire écho au patrimoine néolithique du territoire. Donc, si vous connaissez pas, il n'y a pas que la grotte du Mas d'Asile. Au Mas d'Asile, il y a aussi plein de dolmens. Donc la manifestation, aujourd'hui, se tient aux alentours du 22, 23, 24 septembre et se compose d'une journée pour les collèges avec des projections au cinéma et des ateliers de médiation, une journée avec les élémentaires, donc de la petite section au CM2 et qui inclut aussi les CLAE en fin de journée, et le samedi, une journée ouverte pour tout le monde avec des stands, des randonnées, des tables rondes, des visites, des conférences, et chaque année on a un thème. Voilà, donc ça c'est pour le samedi. Vous voyez, voilà, beaucoup de stands, des temps conviviaux. Là, c'était une visite médiévale du Mas d'Asile et des temps aussi collectifs autour de cette fresque. Donc, je vais vous présenter quelques actions qu'on mène en faveur de l'inclusion. La première, et ça c'est quelque chose qui est très important pour Grotte Archéologie, c'est de travailler avec la petite enfance. Alors déjà parce qu'on considère que c'est un public notamment par rapport à la science et l'archéologie vers lesquels on se tourne pas forcément beaucoup, même si dans les actions on voit qu'on peut faire quand même beaucoup de choses avec eux, mais aussi parce que ça amène les familles. Quand on a des enfants en bas âge, des fois aller sur des manifestations, on se pose toujours la question, savoir est-ce qu'on prend les petits ou pas, est-ce qu'on amène que les ados. Donc c'est des choix qui sont pas toujours évidents pour les familles qui des fois décident de pas venir tout simplement. Donc on s'est dit le samedi que c'était important qu'on prévoit des actions qui soient accessibles pour les petits, de manière à ce que toute la famille puisse venir. Et on sait très bien que quand il y a les petits, on a les ados, on a les parents, on a les papis-mamies, on a voilà la famille, et qu'on peut aussi du coup sensibiliser l'ensemble de la famille. Donc ça se traduit, hormis les ateliers un peu classiques, on a fait des visites de la grotte aussi pour les tout petits. On fait des contes, on fait des randonnées, voilà, donc, qui sont accessibles à tous, mais on essaye de faire en sorte que ça soit accessible pour les petits. La thématique, il y a des années où la thématique aussi nous permet de travailler l'accessibilité. Donc on a une année sur la santé où en fait on a convié beaucoup de partenaires pour sensibiliser autour du handicap tout au long de la programmation. Voilà, donc c'était en 2021 où il y a eu des actions de sensibilisation autour du braille. Le cinéma, du coup, était en langue française en LSF. Des prises en main de fauteuils. L'association Autisme Pyrénées était là aussi. Des associations d'handisport, donc du territoire ariégeois, à la fois pour les écoles et le samedi. Et le débat aussi. C'était la question. On avait invité Valérie Delattre, qui est archéologue à l'INRAP et qui est spécialisée sur les questions de handicap, et Ludovic Orlando, qui est paléogénéticien, où la question était de parler de la santé et du handicap à travers le temps. Donc on a un peu tout le programme était tourné pour sensibiliser, mais aussi des publics qui pouvaient témoigner de leurs difficultés. Donc il y a des années aussi où on a organisé des visites dans la grotte où il était prévu dès le départ qu'il y ait des personnes aveugles et malvoyantes, et donc on a organisé avec la grotte de manière à ce que le temps soit un peu plus long. Normalement les visites sont limitées à 1 heure, mais comme il y a énormément d'escaliers à monter, à descendre, on a pu avoir un peu plus de temps pour ces visites, et ça bénéficie aussi aux accompagnants et peut-être par exemple aux personnes qui peuvent avoir des difficultés à marcher, des personnes âgées, donc ça permet de toucher un plus large public. Il y a des temps où par exemple les tables rondes sont accompagnées d'interprètes LSF, comme d'ailleurs certaines visites du musée ou même l'ensemble des stands. Il y a des fois un interprète qui est présent et qu'on peut solliciter pour pouvoir avoir des informations sur tel ou tel stand.
On accueille aussi des stagiaires qui ont des compétences. Et donc là, c'était ce qu'il y avait dans la vidéo il y a une année où tout le programme, les réservations ont été signés grâce à un stagiaire pour pouvoir rendre accessible aussi la communication est importante. C'est pas le tout de faire venir des interprètes, de faire des visites qui peuvent être adaptées au plus grand nombre. Si on n'a pas aussi pensé la communication vers tous les publics, ça sert un petit peu à rien. Donc on essaye aussi de faire en sorte de s'entourer de personnes qui ont ces compétences-là pour nous accompagner vers un accueil plus inclusif. Pour les randonnées, c'est ce que vous voyez en bas. En fait, ça tombait bien parce que c'était des randonnées autour du néolithique. Donc on a travaillé avec des partenaires, avec des chevaux et des ânes qui ont permis de transporter les plus petits, les personnes âgées, les personnes qui ont se sentaient fatiguées à un moment dans la randonnée ou tout simplement avaient envie de monter sur le cheval. Mais du coup, ça nous permet de faire en sorte que les randonnées, on puisse lever certaines difficultés, de tout un chacun, sans qu'on ait forcément besoin de le dire. Les chevaux étaient là, on l'avait annoncé en disant si quelqu'un a besoin, vous pouvez faire appel aux ânes ou aux chevaux pour vous accompagner pendant la randonnée. Voilà, donc c'est Loïc Croiset qui était en stage chez nous et qui a signé plusieurs vidéos pour le programme, les réservations de l'année où il a travaillé, donc en 2020. Là, c'était sur la thématique des arts. Le samedi, la journée, on fait attention à ce que tous les lieux soient accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Et d'ailleurs, on en a profité pour que le collège et l'école soient audités, justement pour des questions de motricité. Comme on travaille aussi sur ces lieux-là, on a proposé à ces établissements de faire passer une association qui est spécialisée sur ces questions-là pour leur indiquer peut-être les points au sein des établissements qui ne seraient pas adaptés s'ils accueillaient à un moment ou à un autre des parents ou des élèves, notamment en fauteuil roulant. Voilà. Et la dernière chose que je voudrais rajouter, c'est que mener en fait ce type d'activité en milieu rural, pour nous, ça participe aussi du développement d'une culture scientifique sur les territoires hors métropole, et c'est des problématiques qu'on a pour la diffusion de la culture scientifique et technique, d'aller en milieu rural, qui est souvent un peu le parent pauvre en termes de diffusion. Et juste pour ouvrir, donc je vais pas revenir sur la question du FAL parce on en a beaucoup parlé. On en a fait un cette année sur un de nos sites archéologiques, et en préparant cette intervention, je me suis dit qu'effectivement c'est un outil qu'on n'avait pas au Mas d'Asile et qu'il serait peut-être intéressant à réfléchir. Et jusqu'à présent, nous, associations, n'avions pas de lieu. Donc c'est vrai qu'on reçoit pas de public. Ça devrait changer bientôt, puisque avec la mairie du Mas d'Asile, on a un projet de maison des sciences. Donc on a les locaux, et donc on espère que toutes ces actions puissent perdurer dans un lieu en particulier à partir de l'année prochaine. Je vous remercie. Bonjour. Alors moi, je suis chargée des publics et de la médiation à Narbovia, et donc je travaille avec une équipe de 5 médiateurs et médiatrices, dont certains sont en charge du public du champ du handicap et du public du champ social. Donc on a développé beaucoup de choses pour ces publics, et en lien avec des structures partenaires, dont des IME, dont des EHPAD, etc. Sur cette intervention, je vais me concentrer sur un exemple qu'on a, un exemple d'action qu'on a mené en partenariat avec le Patio des Arts. Donc là, on est vraiment, j'ai essayé on essaye d'être un peu en complémentarité dans nos interventions, et l'idée c'était de s'interroger sur ça veut dire quoi l'archéologie pour tous, et en l'occurrence pour nous, finalement le musée archéologique pour tous. Mais avant d'aller dans le sujet, un petit mot sur la structure Narbovia. Donc Narbovia, c'est un établissement public de coopération culturelle qui regroupe en fait 3 sites. Donc il y a le site d'Amphoralis qui est tout à droite, qui surplombe les fouilles d'un atelier de potiers gallo-romains qui fabriquait des amphores et des matériaux de construction entre le 1er et le 3e siècle, qui est à Salelles d'Aude, donc à une quinzaine de kilomètres au nord de Narbonne.
Il y a le site de l'Auréum, donc ce sont des galeries souterraines qui étaient les fondations d'un probable ancien marché romain qui se situe en cœur de ville à Narbonne. Et puis, il y a le musée dans lequel vous êtes aujourd'hui, le musée Narbovia, qui a donc ouvert ses portes en mai 2021 et qui raconte donc l'histoire de Narbonne romaine, de Narbo Marcius, selon son nom latin. Alors, le musée archéologique pour tous, est-ce un défi? Sûrement. L'archéologie pour tous, en tout cas, globalement, ça l'est. Peut-être que le musée l'est encore plus. L'idée de franchir les portes d'un établissement, peut-être voilà, de l'image que certains en ont d'un temple, c'est pas évident. En tout cas, on a peut-être plus de facilité d'accéder à des vestiges sur un site où les objets sont forcément en contexte. Dans un musée, par définition, c'est hors contexte. Je pense aux travaux d'Hérosier sur l'archéomuséologie, sur une étude de cas au Québec, où effectivement, il indique que voilà, l'accès au musée, c'est peut-être encore plus difficile que l'accès à un site dans le cas de l'archéologie. Alors évidemment, on va avoir des publics captifs, des publics qui sont intéressés par l'histoire, par le patrimoine, qui ont un intérêt touristique, des publics qui vont être amenés par des institutions relais, et en premier lieu l'école. Et puis, il y a tous les publics qui ne viennent pas forcément naturellement au musée, c'est un lapsus révélateur, et pour lesquels on propose, entre autres actions, un petit pas de côté avec une approche artistique en partenariat avec le Patio des Arts, dont je vais parler. Donc c'est vraiment un dialogue des arts qu'on propose. Donc c'est un format qui n'est pas nouveau, qui existe dans les musées, qui existe beaucoup dans les musées de beaux-arts, où on va d'ailleurs parler d'œuvres, un peu plus rarement dans les musées d'archéologie, où la notion d'œuvre est plus discutée. On parle plutôt d'objets, d'artefacts, et effectivement, on a des objets de la vie quotidienne qui nous racontent les sociétés passées. Mais on a aussi des œuvres et un continuum d'histoire de l'art, finalement, entre les œuvres de l'Antiquité et les œuvres du patrimoine vivant d'aujourd'hui, puisque les artistes se sont de tout temps inspirés des œuvres antiques. Et donc, pour aller un petit peu plus dans le concret de ce partenariat, donc le Patio des Arts, qu'est-ce que c'est? C'est un équipement culturel du Grand Narbonne qui propose un enseignement en musique, en théâtre et en arts plastiques. Donc, il y a eu un regroupement en fait du conservatoire départemental et de l'école d'art plastique qui propose un enseignement à la fois pour des pratiques amateurs, mais aussi un peu plus poussé, puisqu'il y a des classes préparatoires qui sont proposées. Et à ce jour, au musée, dont la dernière d'ailleurs c'était hier, nous avons organisé avec eux donc 7 soirées musicales et théâtrales avec des propositions assez variées, des ensembles vocaux, du jazz, de la musique de chambre, comme il y a eu lieu hier, de la musique contemporaine, de la musique assistée par ordinateur, des improvisations théâtrales ou des lectures. Et les arts plastiques ne sont pas oubliés. On a proposé du coup en partenariat 3 stages et 5 ateliers avec des choses aussi assez variées, de la linogravure sur plaques d'argile, de l'art postal, de l'inspiration pop culture, du dessin modèle vivant dans les collections. Donc voilà, quelques illustrations de ces soirées. Donc à chaque fois, c'est un temps de préparation en amont. C'est vraiment une co-construction d'une déambulation, puisque l'idée c'est que voilà, on n'est pas dans un temps statique, on est vraiment dans une découverte à la fois d'un moment artistique, mais aussi des collections, sans commentaires, sans cartel, il n'y a pas de guidage dans les collections, c'est uniquement un guidage sensoriel, on va dire artistique, acoustique là pour le coup. Donc c'est à chaque fois des temps de préparation, des temps de répétition qui se font en musée ouvert. Donc ça c'est aussi une des particularités, c'est-à-dire que on tient à ce que la création soit dans le musée et que ça peut aussi permettre à des publics de revenir au moment des restitutions finales. Des installations qui sont plus ou moins lourdes techniquement, un chanteur tout simplement à droite, et puis une installation plus contrainte logistiquement avec l'installation d'un piano à queue dans l'atrium. Vous voyez au passage un effet assez un effet de similitude entre le masque de théâtre en arrière-plan et ce chanteur en premier plan. Toujours sur les masques aussi là, des improvisations théâtrales à côté de nos têtes de Narbonnais antiques. Un premier défilé dans la galerie lapidaire. Donc là, on était plus sous la forme d'une performance.
Et puis là, on est sur les nuits de la lecture, avec des lectures donc dans les collections, donc les nuits de la lecture qui ont lieu en janvier chaque année, et des textes à la fois antiques mais aussi très contemporains. Les arts plastiques, ici un stage tesselle de papier, donc on va s'inspirer de la mosaïque antique et des motifs du musée. Un stage linogravure, donc où là on s'est inspiré des motifs du musée pour créer des affiches sur des plaques d'argile fraîche. Le dessin dans les collections. Alors au niveau des arts plastiques, dans notre convention, la moitié de la jauge est proposée aux élèves du patio et la moitié de la jauge est proposée à nos publics. Alors si on s'intéresse un petit peu plus au public des nocturnes musicales et théâtrales, donc qui sont-ils? On remarque qu'il y a énormément de primo-visiteurs, donc de gens qui viennent pour la première fois au musée. Et qui sont surpris en fait de découvrir que finalement il est chouette ce musée, on est venu pour la musique mais on reviendrait bien pour découvrir plus en profondeur les collections. Donc c'est une approche renouvelée du musée, on fait vraiment un pas de côté par rapport à ce que les gens attendent du musée finalement, ou en tout cas une fausse image de ce que peut être le musée. Les publics du patio évidemment, et là on voit que la circulation des publics fonctionne très bien puisqu'il y a les familles, les amis, des chanteurs et des artistes. Alors c'est là où on est dans l'inclusion avec nos partenaires aussi. On convoque nos partenaires du champ du handicap et du champ social. Alors on a encore des efforts à faire là-dessus, mais ça commence un petit peu à fonctionner. Et puis les habitués des lieux qui connaissent bien le musée et puis qui sont intéressés par les formats artistiques. Donc au final, ces soirées et ces moments créent un moment rare de mixité des publics parce que il y en a pas beaucoup en fait des ateliers, des visites où on arrive à mixer les publics. Et là pour le coup, on commence à y arriver. Une petite photo de ces publics, on voit des publics jeunes, moins jeunes, des enfants. Sur la photo de droite, on a 2 personnes qui sont en situation de handicap visuel ici, dont une qui est tournée d'ailleurs dos à la personne qui chante. Donc voilà, c'est en tout cas une approche sensible et artistique dans les collections qui crée de l'inclusion et qui peut permettre de découvrir l'archéologie autrement et peut-être même de revenir pour un autre format. Voilà, donc pour juste tirer un tout petit peu le fil de cette thématique archéologie art vivant, d'autres projets d'art vivant, donc des impromptus musicaux dans les collections avec l'accueil de Rebond Festival, Festival Radio France qu'on a accueilli dans les collections, le festival Cône du Minervois, on accueillera aussi le festival Ma Vigne en musique l'été prochain, bientôt la fête de la musique avec une compagnie, la compagnie Lanouba qui nous proposera des compositions dans les langues de la Méditerranée. Donc là aussi, une approche assez décalée, mais qui peut nous permettre de convoquer pas mal de publics. On chantera en français, en occitan, en arabe, en espagnol. Un partenariat avec la scène nationale qui nous a permis d'accueillir un premier spectacle de danse contemporaine de Lauriane Wagner qui s'appelle Empreinte et qui d'ailleurs parle d'un sujet assez actuel sur le changement climatique. Ça, j'y reviendrai tout à la fin. Tout récemment, au mois de mars, l'accueil des Journées européennes des métiers d'art dans les collections et dans le hall, où là, on confronte vraiment les artisans d'aujourd'hui avec les artisans d'hier, sachant que dans nos collections, vous le verrez si vous visitez tout à l'heure, on a énormément d'inscriptions qui témoignent des métiers des Narbonnais de l'époque antique. Donc un parallèle assez intéressant. La Grande Lessive, c'est une œuvre d'art, peut-être vous connaissez, participative qui a été créée par une plasticienne qui s'appelle Joëlle Gontier. Donc on participe depuis 2 ans à cette opération. Le principe, c'est qu'un même jour dans le monde, un accrochage se passe dans les lieux de culture ou pas, dans la rue, dans l'école, etc., sur une thématique commune. Et là, c'est aussi un moment rare d'inclusion puisqu'on arrive à faire participer des publics scolaires, des publics en situation de handicap, des publics de personnes âgées, des publics individuels aussi qui vont venir du coup voir l'accrochage qui a été, les réalisations qui ont été faites. Et il y a une dimension également participative qui permet d'impliquer les publics au musée puisque là ils exposent dans les jardins du musée.
Et je finis là-dessus. Une création d'une œuvre d'art participative et monumentale avec l'artiste Moss et un IME partenaire que vous avez pu voir dans le hall, donc autour de la mythologie et de l'inspiration autour des collections. Donc voilà, cette œuvre monumentale, elle a été créée dans le cadre d'un partenariat avec un IME. À venir, un parcours d'art contemporain dans les collections en lien avec le Musée régional d'art contemporain. Et puis au-delà, juste pour ouvrir une autre porte, au-delà de l'art vivant et de l'art contemporain, on essaye aussi en médiation de travailler des thématiques contemporaines en lien et au regard de l'histoire pour essayer de renouveler un petit peu l'intérêt du public et voilà, de travailler notamment, là on travaille une visite qui s'appelle Poil et pouvoir sur les représentations du pouvoir en lien avec les caractéristiques physiques. On a un projet de travail sur une visite autour des migrations en lien avec des parcours de migration de Narbonnais de l'époque antique et des parcours de migration d'aujourd'hui, de Narbonnais d'aujourd'hui. Narbonnais ou de Narbonnais de passage en tout cas. On pourrait aussi travailler sur la thématique du recyclage et du réemploi au vu de nos collections. Voilà, donc c'est aussi juste ouvrir une porte sur d'autres possibles. Merci beaucoup. Alors, on va vous proposer de nous rejoindre. Alors, pour la suite de cette table ronde, on va continuer à échanger avec nos trois intervenantes, mais préparez-vous à prendre aussi la parole. D'ici un petit quart d'heure, on vous la donnera pour que vous puissiez les questionner par rapport à vos préoccupations, vos projets, ou même témoigner de ce que vous menez vous-même dans vos actions en direction d'un plus large public pour l'archéologie. Voilà, donc on va rester avec vous, Odile Tanquéré, peut-être pour vous questionner, mais il y a un micro, voilà, juste à côté, pour vous questionner, peut-être en partant d'une des actions que vous nous avez présentées, peut-être faire un focus pour évoquer les forces et les faiblesses de cette action, là où vous voilà, comment vous appréhendez aujourd'hui ce que vous avez pu mettre en place et les difficultés rencontrées, et puis au contraire ce qui a permis de rebondir sur d'autres ouvertures. Alors, la force de ce partenariat et de ces formats, pour moi, c'est vraiment l'inclusion et le fait d'arriver à mixer des publics, même si on a beaucoup d'efforts encore à faire et que justement les partenaires du handicap et du champ social, je pense, pourront davantage être présents dans les soirées à venir. Et puis on a créé une identité aussi du musée. Il y a un certain nombre de personnes, et encore hier soir on nous l'a dit, que voilà, il y a une attention à notre programmation, un suivi des gens qui reviennent du coup maintenant dans les soirées. Et alors après peut-être on manque un peu d'une approche statistique pour mesurer à quel point on fait revenir des publics sur d'autres formats. Est-ce que on vient au musée une fois pour écouter de la musique, et est-ce que du coup on va vraiment venir en visite pour s'intéresser à un discours plus historique. Il y a aussi des liens humains qui se sont créés avec les gens du Patio et avec les élèves en particulier. Et ça, c'est une belle aventure, puisqu'il y a des élèves, et notamment je pense aux élèves de prépa, qui viennent et reviennent pour des formats musicaux. Et tout récemment, on leur a proposé une visite dans les collections où ils ont redécouvert en fait les collections qu'ils pensaient bien connaître, puisqu'ils sont venus plusieurs fois, ils connaissent les coulisses, ils connaissent la machine à café, ils connaissent mais là ils ont ils sont ah oui d'accord, ok, ça c'est un morceau du Capitole, c'est quoi le Capitole, c'est quoi un temple, enfin voilà. Donc il y a aussi cet aspect-là qui est très qui est très important. Merci. Je vais me tourner vers Pauline Ramis pour vous demander si vous avez des retours qualitatifs et quantitatifs par rapport aux actions que vous nous avez présentées, parce qu'on a beaucoup insisté dans vos différentes interventions sur le faire avec, sur la mixité des publics. Alors comment vous avez pu mesurer ces retours ?
C'est pas une question facile. Est-ce que vous avez essayé de les mesurer et si oui, comment? Je sais pas si on a vraiment essayé de les mesurer, parce que de toute façon le problème qu'on a actuellement, c'est bon pour les journées scolaires, elles sont maintenant ça fonctionne bien, mais comme le festival est assez jeune, 2019 qu'on a eu 2020 et 2021 avec le Covid, donc c'est vrai que pour l'instant c'est compliqué. De pouvoir vraiment avoir des chiffres. Enfin, on a la fréquentation du festival, mais pouvoir après faire dans le détail, on n'en est pas encore là précisément. Il faudrait qu'on le fasse. Qu'on fasse des efforts pour que le samedi soit de plus en plus ouvert. On parlait là tout à l'heure, on n'a pas présenté ça, mais on travaille beaucoup avec le ministère de la Justice et la protection judiciaire de la jeunesse. On disait que ça serait bien qu'ils soient partie prenante de l'organisation. En amont, comme je vous l'ai présenté, on essaye de solliciter des structures pour faire en sorte que, voilà, on n'a pas toutes les compétences, donc qui vont nous aider à travailler sur le samedi et sur son accessibilité. Mais dans les chiffres, c'est vrai pour l'instant, on n'en est pas à demander le détail aux personnes. Il y a des choses qu'on voit, mais qu'on peut noter. Et si après, quand on mène des actions, par exemple, les visites avec des aveugles, on peut avoir des chiffres précis pour tout ce qui est langue des signes. Quand on travaille des actions, ils viennent. On a des retours. Bon, avec les tout petits, on sait qu'en le travaillant sur les jours scolaires, ils viennent en famille. Il y a une donnée aussi importante en Ariège, c'est qu'il y a énormément d'enfants qui font l'école à la maison, et particulièrement sur notre territoire. Donc le samedi est très très important pour faire venir ces familles-là. On le sait parce on nous le dit que ces journées sont importantes, les parents et les enfants, parce que ça leur permet de travailler des contenus en dehors de la maison, de rentrer en contact avec d'autres familles. Donc c'est important pour le samedi. Et après, comme on n'a pas encore bien stabilisé la programmation, on se met pas trop de pression et on essaye tous les ans de faire des changements, de penser à différents types de publics, parce que tant qu'on n'aura pas bien fixé le samedi, on se dit qu'on a encore, on a de la place et la liberté pour la programmation. Alors, Émilie. Voilà. En fait, on a bien compris la manière dont vous aviez au début tâtonné, et puis après, on fait quand même des actions exemplaires. Alors, comment vous travaillez aujourd'hui l'élargissement de ces publics ? Donc oui, en effet, au début, c'était du tâtonnement, et comme vous l'avez compris, c'est venu de l'extérieur. Mais ça a suscité d'autres réflexions sur l'accessibilité du site pour les autres formes de handicap. Donc sur le volet moteur, ça on l'avait à l'esprit depuis longtemps avec cette partie inaccessible des vestiges, mais le plus difficile, auditif et visuel. Donc on s'est entouré pas mal de personnes en situation de handicap à qui on a demandé conseil, clairement. On leur a dit, de quoi vous avez besoin pour venir visiter Ambresomme et en profiter pleinement, que ce soit des freins logistiques ou dans la communication, parce que tout à l'heure, la collègue du MAS d'Asile disait qu'il ne s'agissait pas juste de proposer des outils, mais de communiquer auprès de ces personnes, et des fois, ça suppose là aussi quelques investissements, ou en tout cas quelques réflexions. Tout bête, mais vous communiquez au public sourd en mettant un numéro de téléphone, ça marche pas. Voilà, c'est tout bête, mais il faut y penser. Faire traduire des petits teasers en langue des signes pour les faire venir. Pour le public qui rencontre des difficultés visuelles, les malvoyants, de grossir la police de caractère, de travailler sur les contrastes. Les publics du champ du handicap mental, proposer des livrets de visite en facile à lire et à comprendre, c'est bien, mais expliquer ce qu'est Ambresomme et dire comment on est accessible sur un document de communication dans cette même manière de s'adresser à eux, c'est mieux. Donc on est passé par là aussi, par des outils de communication.
Et on a travaillé des outils qui nous ont demandé un peu plus de temps, parce que là, pour le coup, il y avait un gros investissement financier à faire derrière. Pour le handicap visuel, on s'est doté d'outils tactiles, donc des livrets tactiles, exactement comme on l'a fait pour le handicap mental, un pour le site, un pour le musée, des reproductions de mobilier tactiles dans différents matériaux qui sont aussi extrêmement utiles pour les publics en situation de handicap mental, parce que manipuler, ça change beaucoup de choses pour eux, mais aussi pour tous les publics. Hein. Tout le monde aime toucher les objets du musée qu'on n'a pas le droit de toucher d'habitude. Donc là, c'est un investissement gagné sur tous les plans également. Qu'est-ce que j'oublie ? Oui, bien sûr, on a créé une visite de compensation. Parce que, quoi qu'on fasse, malgré toutes nos bonnes volontés, les 50 mètres de dénivelé caillouteux de la colline, tout le monde ne pourra pas les gravir. On ne va pas mettre un ascenseur ou une tyrolienne. C'est pas prévu. Il faut aussi être raisonnable et réaliste avec ce qu'on peut faire. Donc, on a créé une visite de compensation en immersion dans l'auditorium du musée. C'est passé par une vidéo. On a fixé une caméra 360 sur un casque qui a été porté par un marcheur en déambulation sur tout le parcours. Et donc, on a filmé le site à hauteur et vitesse de marche de quelqu'un qui se promène. On aurait pu se contenter de vues aériennes ou caméras classiques, mais l'idée, c'était vraiment de restituer l'immersion comme si on y était et de compenser ce fait qu'on ne peut pas s'y rendre, mais tout en gardant en fait la lenteur et le côté plaisir. On prend son temps dans la découverte. Donc on a créé ce film en immersion qu'on a bien sûr doublé d'une visite guidée créée par nos soins, l'équipe de médiation du musée, qui a été interprétée, doublée en langue des signes. Il y a d'autres supports aussi qui ont été doublés en langue des signes pour vraiment favoriser un accès à tous. Alors j'insiste sur le fait que tous ces outils sont gratuits et en accès libre tout le temps pour tous, ce qui fait aussi la différence. Ça nous a permis d'obtenir le label Tourisme et Handicap pour les 4 formes de handicap en 2021. Donc là, c'était une belle forme de reconnaissance. Et on commence à en voir les effets. On parlait de quantifier. Parce que voilà, on est à bientôt 1 an et demi post-labellisation et on va dire déploiement d'une communication autour de ces nouveaux outils. Et c'est vrai que sur l'année 2022, on a vu les partenariats se multiplier. Donc je parlais de 2 partenariats IME qui étaient pérennes. On en a désormais 3 en IME plus 1 en ITEP. Donc des enfants qui ont plus de difficultés, on va dire, comportementales. C'est encore autre chose. On a des partenariats qui se mettent en place avec des structures type foyer de personnes en situation de handicap mental, avec l'UNAPI 34 ou la PSH 34, qui sont des structures, des associations bien reconnues dans le milieu. Et puis, ça s'ouvre aussi sur le handicap moteur avec les associations des paralysés de France, des choses comme ça. Le LSF, ça démarre aussi. C'est un public qui est difficile à fidéliser. Les faire venir une fois, ils sont curieux de la découverte, mais après, il faut gagner leur confiance, leur faire comprendre qu'ils sont vraiment bien accueillis, qu'ils sont invités à revenir, qu'ils se sentent chez eux. Donc voilà, ça démarre doucement. Et peut-être le plus dur aussi, c'est le handicap visuel. Tu en parlais aussi. Ça, c'est un public qu'on a encore du mal à capter. Pourtant, on s'est doté des outils, mais ils font pas encore partie des réseaux. Et une autre manière de quantifier, peut-être juste pour terminer, c'est aussi de proposer des tarifs et une politique ciblée sur l'accessibilité et le handicap. Tout simplement, quand il y a des visites guidées qui, elles, sont payantes, pour le coup, chez nous, d'avoir un tarif préférentiel, ça permet aussi de les rentrer dans des statistiques et, pour le coup, de pouvoir dresser des bilans en fin d'année. Donc, c'est aussi une solution pour avoir une idée un petit peu plus précise de la manière dont on arrive à capter ces publics, parce que sur de la visite libre ou sur un événement, typiquement, c'est pas évident. Voilà. Et c'est vrai que derrière, on a des décideurs qui ont besoin de résultats sur ces investissements, qu'ils soient humains ou financiers. Voilà. Je crois qu'on va vous laisser la parole. Je crois qu'il est temps de vous entendre. Oui, une question qui s'adresse à Ambrosum. Oui, c'est Cécile, non, j'ai oublié. Camille. Émilie. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de ce qu'est ce FALC, facile à lire et à comprendre, entre une traduction, un propos original et un propos traduit en FALC, je sais pas. Oui.
Déjà, si vous démarrez votre propos en disant donc vous êtes sur Ambre-Somme, vous y verrez des vestiges archéologiques qui datent de la fin du IVe siècle avant notre ère, c'est tout faux, déjà. Il va falloir préciser ce qu'est un vestige, avec une périphrase et des mots simples, expliquer que c'est quelque chose qui a été construit, si on parle d'un mur, d'un bâtiment, ou utilisé avec un objet par des populations qui ont vécu il y a longtemps, avant nous, et dont des archéologues, donc il va falloir préciser ce qu'est un archéologue et qu'est-ce qu'il fait, dont des archéologues sont en mesure de retrouver des traces et essayent de les comprendre. Donc en fait, pour dire une même chose très simple, vous allez devoir mettre plusieurs lignes pour expliquer votre propos, mais surtout ne pas mettre des lignes trop longues. Le but, c'est de vraiment changer toute votre syntaxe. Évitez à tout prix les pronoms, ces petits « il », celui-ci, ce dernier, que nous, on met à toutes les sauces dans le langage courant, qui complexifie énormément la lecture, en fait, pour quelqu'un qui a des difficultés. Choisir des verbes simples, des phrases simples, sujet, verbe, complément, pas plus. Le vocabulaire, c'est pas parce qu'il est expliqué qu'il doit être simpliste. C'est pas pour ça qu'on peut pas parler d'archéologie, de sciences, de choses complexes. Au contraire, mais il faut juste trouver les bons mots, la bonne manière de les amener. Et c'est assez déstabilisant en fait, parce qu'on n'en a pas l'habitude. Mais c'est un truc à prendre. Et en fait, ça sert à tout le monde. Tout le monde apprécie qu'on lui explique simplement ce que c'est un vestige, ce que c'est la stratigraphie. Bon, voilà. Je ne sais pas si ça répond suffisamment à votre question. Le texte est très important et l'iconographie. Nous, on a été beaucoup repris par les jeunes qui ont travaillé sur le Falck, sur la position même de l'image au sein de la page. Le type d'image, si on met une photo, c'est pas forcément utile parce que la photo, il faut la comprendre. S'il y a trop d'informations sur la photo, on a beaucoup travaillé par symbole, par icône, voilà. Donc les deux, il faut faire un savant mélange entre les textes et les images doivent être au bon endroit et bien choisies. Ensuite, il peut y avoir des associations qui vous accompagnent pour faire du Falck aussi. Hein. Je pense qu'on pourra vous donner des contacts si vous voulez vous lancer là-dedans. Oui, c'est ça. En fait, c'est aussi remplacer. Nous, on a travaillé aussi des supports où on essaye au maximum de remplacer le texte par l'image, par le picto, tout ce qu'on peut dire par une image et se passer de mots. C'est en fait rendre accessible à tous, et y compris aux visiteurs étrangers d'ailleurs. Et aussi tout le pendant avec ce qui relève, je disais tout à l'heure, de la vie quotidienne. Expliquer quelque chose dans l'Antiquité, on peut très souvent en faire le parallèle avec des choses plus intimes pour ces publics-là d'aujourd'hui qu'ils utilisent, etc. Ça, c'est assez important parce qu'ils fonctionnent beaucoup par comparaison. Non, je voulais juste rajouter quelque chose, c'est que il faut être accompagné dans ce genre de démarche. Voilà, c'est très important. Mais le premier accompagnement, c'est les personnes concernées, parce qu'elles vont vite vous donner les clés de ce qui est accessible pour elles ou pas. Et surtout, il faut savoir que quand on fait du Falck, on s'adresse aussi aux personnes malentendantes, puisque les personnes malentendantes, contrairement à ce qu'on pense généralement, ont peu accès à l'écrit, très très peu, parce que quand on veut apprendre à lire, à écrire, tout ça, c'est l'oral qui nous amène à cette compréhension, à cet apprentissage. Donc ne pas croire qu'on va pouvoir remplacer effectivement la parole comme ça qui n'est pas entendue par de la lecture d'un texte. Non, il faut aussi que ce soit du Falck et évidemment de la LSF. Voilà. C'était juste pour dire que les premières personnes qui vont vous apprendre quels outils, quelles actions il faut mener pour l'accessibilité, c'est les personnes concernées, quoi. Juste, est-ce qu'on peut pas partir de l'idée qu'en fait, le Falck doit être la base, en fait? C'est-à-dire que plutôt que de partir d'un contenu médiatisé qui soit défini et qu'ensuite on adapte à des personnes d'accessibilité différentes, qu'on parte déjà de l'idée, si on ouvre un espace de médiation, qu'on soit déjà dès le départ d'accord sur un objet simple qui est soit un Falck et qu'ensuite on augmente en termes de contenu et de sens. C'est une question. Bon, voilà, j'arrête après. En soi, c'est une très bonne idée, mais dans les musées, on est très souvent contraint à des normes de typo, de place sur les panneaux d'expo, les livrets, etc. Et le Falck
suppose plus de place, forcément, parce que vous allez dire la même chose, mais différemment, en aérant davantage vos supports, avec des phrases non pas plus longues, mais plus séquencées, et pour dire la même chose, vous allez peut-être prendre 3 lignes au lieu d'une. Donc, je sais pas, c'est à débattre, hein, voir aussi ce qu'en pensent les autres acteurs, mais je suis pas sûre que ça puisse être la base unique qu'on décline systématiquement, et qui serait peut-être lourde aussi pour d'autres visiteurs qui n'ont pas besoin du FAL. Parce que même si je dis que ça profite à tout le monde, peut-être juste sur certaines notions, pas tout le temps. Donc, je sais pas, à débattre. Alors, à vos réactions, à vos questions. Je précise juste peut-être quelque chose pour ceux qui seraient intéressés par la démarche. Il existe des guides accessibles en ligne que vous pouvez télécharger en PDF, puisque de mémoire, si je dis pas de bêtises, la marque Falk, elle est portée par l'UNAPI, l'association Nous aussi, je crois. Et donc, il y a un site internet là-dessus, puisque c'est un projet européen, en fait. Et vous pouvez télécharger des guides, à la fois pour les contenus écrits, images, audio, vidéo. Donc, c'est très bien fait. Nous, on a commencé tout bêtement avec ça. Et c'est déjà une super bonne base. Voilà. Merci. Alors, on a vu des personnes opiner du chef sur partir du FAC comme document de base de la médiation. Oui, monsieur, notamment. Pardon ? Il va être gros, hein ? Voilà, le micro va arriver. Non, c'était une boutade sur le fait que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et que normalement tout contenu scientifique devrait être simple et clair à la base. On cherche à le complexifier pour se grandir un peu, mais je pense que ce que dit monsieur de partir de la base, je pense que c'est vraiment un élément sur lequel il faut vraiment réfléchir. On va d'abord partir sur le musée, comment est-il accessible, y compris pour les handicapés, et après construire le musée autour. Pour l'instant, on a plutôt des musées souvent anciens, mais qu'on va adapter à l'handicap. Je pense qu'il faut peut-être partir de la base. Voilà, pour tout, on peut peut-être partir de l'accessibilité au plus grand nombre, l'archéologie pour tous, et construire ça autour. Je pense que les autres seront toujours à même de s'adapter, et pas le contraire. Mais je partais d'une boutade à l'origine. Alors, vous vouliez prendre la parole, oui. Ici. Voilà. Oui, c'était pour poursuivre la discussion. Depuis les 2 années qu'Odile a relatées, là, pour Narbovia, nous, ce qu'on voit, c'est que, je crois pas qu'il y ait une base, en fait. Mais c'est vraiment la multiplicité des démarches, des outils, et le croisement de ces outils entre eux qui va faire qu'on va pouvoir avoir une plus grande ouverture vers des publics différents, parce qu'il n'y a pas un outil qui va s'adresser à tous. C'est-à-dire que chacun, dans sa singularité, sa singularité de handicap, certes, mais aussi de perception, va être plus sensible à un usage plutôt qu'à un autre. Et en conséquence, c'est le fait de pouvoir travailler sur une multiplicité d'outils qui s'adressent à différents types de perceptions, qui va permettre de pouvoir s'adresser à tous et de travailler cette inclusion dans finalement des événements ou des possibilités d'ateliers qui sont ouverts à tous et qui permettent une mixité. Voilà, c'était juste ce point-là. Ouais, pour rebondir, c'est vrai qu'on a nous testé aussi des formats de visite, par exemple LSF ouverts à tous les publics, en essayant d'apprendre un peu de LSF au public entendant, avec un vrai dialogue, pas juste une traduction d'une guide LSF du propos du médiateur, mais voilà, essayer d'être vraiment en interaction. On essaye de faire des visites mixtes aussi pour le public en situation de handicap visuel, c'est un peu plus facile que pour le public sourd, mais on s'est parfois planté en fait. Donc notamment sur les publics, sur les visites duo, ce qu'on appelait les visites duo, donc avec des publics entendants et sourds, ça a pas marché du tout parce qu'en fait c'est les sourds qui nous ont dit mais nous ça nous va pas en fait, on a l'impression d'être observé, d'être un objet d'étude et en fait on n'a pas envie, on a juste envie d'avoir une visite LSF point barre quoi. Voilà, donc c'est aussi en testant, en avançant, reculant, en réajustant et en créant effectivement des outils
nous sont demandées et vraiment en co-construction. Ça, c'est le leitmotiv, quoi, la co-construction avec les publics, puisqu'on a, voilà, on peut avoir beaucoup d'idées sur leurs besoins, mais en fait, c'est eux d'abord qui nous guident sur leurs besoins. Madame. Oui, bonjour. Je voulais aussi rebondir sur cette notion d'inclusion. Ce qui est important, en tout cas à mon sens, et je pense à beaucoup d'entre nous, on va partager ce sentiment, c'est que cette inclusion, c'est important et on a de la chance aujourd'hui, on le vit, c'est qu'elle est pensée dès l'élaboration d'une exposition et que les services de médiation et les services dédiés à l'inclusion de tous les publics sont consultés à l'origine, vraiment au préquel de l'élaboration d'une exposition, notamment temporaire, et ce qui permet de pouvoir justement inclure dans les textes des petites notions de Falck, de ci, de là, et moi je trouve vraiment aller au bout de cette inclusion où on a des documents spécifiques parce qu'effectivement les publics sont tous différents et on a tous une manière très personnelle d'aborder le musée. Mais déjà dans la réflexion et d'avoir du coup une exposition et un produit qui est le plus largement ouvert à tous les publics. Et on a cette chance, je trouve, nous, cette génération, de vivre ça, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, où il y a des expositions qui se faisaient et qui étaient malheureusement un petit peu clivantes dès le départ dans la manière de présenter les choses. Donc voilà, c'est un super sujet, c'est universel et on a la chance, je trouve, de vivre ce moment où on prend en compte tous les humains. Et voilà. Merci pour votre intervention. Est-ce que... Oui, madame ? Merci. On ne l'a pas dit, mais c'est bien de vous présenter aussi, oui. Peut-être pour qu'on sache d'où vous parlez. Donc, je m'appelle Claudine Martin, je suis la présidente d'une petite association qui gère un musée archéologique. Je viens de l'Hérault, je viens d'Olonzac, mais on trouve que Narbonne, c'est tout près de chez nous et nous sommes sur le même territoire finalement. La question que je voulais poser, c'était à propos de la petite enfance. Parce que cette année, nous avons reçu pour la première fois des maternelles. Et nous voudrions savoir comment organiser un musée, en fait. On s'est rendu compte que les petits-enfants étaient vraiment très attirés par l'archéologie, très curieux, et qu'ils avaient beaucoup de difficultés pour lire les vitrines. Parce que on aimerait savoir si vous avez un espace particulier, comment vous faites pour les recevoir. Parce que c'est un partenariat que nous voudrions continuer avec des enfants entre 4 et 6 ans. Donc c'était vraiment très intéressant, une véritable découverte pour nous. On aimerait pouvoir justement améliorer ce partenariat. Alors, nous, c'est des publics qu'on accueille. On propose beaucoup du guidage, des ateliers. Effectivement, dans le musée, les vitrines, elles sont trop hautes pour les petits. Et on a créé, par exemple, vous le verrez tout à l'heure si vous faites la visite, je la présenterai. On a monté une petite maquette de Domus qu'on va justement leur présenter à leur hauteur, parce que la maquette de la Domus, elle est trop haute pour eux et qu'on en avait marre de les soulever l'un après l'autre. Donc voilà, c'est vrai que, voilà, le musée n'est pas forcément accessible aux tout petits. Et d'ailleurs, quand on dit les tout petits et les hauteurs, c'est aussi les fauteuils roulants. Hein. Enfin, voilà, mais on a trouvé tout un tas de moyens, en fait, pour travailler sous forme d'ateliers, de visites adaptées, etc. Et notamment pour les tout petits à partir de 2 ans. On aimerait travailler avec les crèches pour accueillir les bébés aussi. Donc ça, c'est un autre défi, parce qu'on parle d'archéologie pour tous, où là, on va être plutôt sur une approche sensorielle qui rassemble finalement cette approche sensorielle. J'en reviens à mon intervention précédente. Et puis, on a aussi, je finis par ça, sur le site d'Amphoralis, la chance d'avoir un grand parc de 6 hectares et donc une découverte aussi environnementale qui marche très bien avec les petites maternelles. Voilà. Donc on est là, peut-être effectivement, je sais plus qui disait, c'est toi qui disais que vous aviez aussi des ateliers nature. Voilà, donc ça marche aussi particulièrement bien avec les tout petits. Mais on n'a pas d'espace dédié dans les collections. Oui. En tout cas, je finis. Pendant les vacances scolaires, on propose un salon de lecture dans les collections où on a aussi là un espace ouvert et voilà de
un peu différent que le musée, mais on n'a pas d'expo très jeune public dans les collections. Pour compléter, alors pas sur les lieux, parce que vous l'avez compris, nous on n'a pas de lieu, mais par contre pour peut-être les ateliers, c'est vrai qu'on a de la chance en archéologie d'être une discipline avec beaucoup de gestes et beaucoup de protocoles. Et nous, c'est de ça dont on parle aux enfants. C'est-à-dire quand on fait de l'archéologie, de l'archéozoologie par exemple, l'archéozoologue, quand il récupère une collection, il a un protocole pour analyser jusqu'à l'analyse. Et ça, on peut assez facilement le découper en gestes. Et nous, c'est ces gestes-là qu'on va refaire avec les enfants. Et on a beaucoup de disciplines qui peuvent être découpées et qu'on peut comme ça discuter avec eux de l'archéologie et nos spécialités avec les tout petits. Alors, on a un petit rappel à l'ordre du timing, puisqu'une visite, une visite guidée va démarrer à 11h45. Donc, je vous propose de conclure, Anne-Marie. En fait, l'accessibilité, je rejoins votre intervention, madame, vous ne vous êtes pas présentée, donc vous m'excuserez de pas vous citer. Non, effectivement, on vit quand même de grands changements par rapport à ça, et il faut s'en réjouir, mais quand même la base de l'accessibilité, c'est de travailler avec les personnes concernées, et aussi d'être dans une espèce d'humilité qui nous invite à faire les choses pas à pas. C'est-à-dire vouloir être inclusif immédiatement, c'est souvent raté parce que la montagne est haute. Il y a beaucoup de problématiques qui se passent à nous, mais effectivement, on y arrive. On y arrive en travaillant avec les personnes concernées et il y a en plus plein de possibilités de vous faire aider, ne serait-ce que les témoignages que vous avez entendus tout à l'heure, tout au long de cette matinée sont importants. Il ne faut pas rester isolé face à ces problématiques d'accessibilité parce que l'inclusion, c'est toujours, quand on l'a réussi, c'est toujours un grand bonheur aussi pour les équipes d'un établissement ou d'un musée. Et ça apporte beaucoup. Je crois que les témoignages en ont témoigné. Je vais vous proposer aussi de changer de vocabulaire et c'est la chercheuse Marie-Christine Bordeaux qui nous invite non plus à parler de public spécifique, mais de public à besoins spécifiques, parce que ça change aussi la réflexion. Merci. Merci à vous.